de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme. Elle n'est plus toute jeune finalement parce que je l'ai vue il y a très longtemps et je crois que je me suis arrêtée à une époque et j'ai décidé qu'elle ne prenait pas de l'âge, mais c'est une jeune maman. Enfin, jeune maman, elle va corriger elle-même. Elle va corriger elle-même, mais je suis très contente de la recevoir. Bonjour Shanice. Bonjour Hélène. T'es pas une jeune maman? Oui, on peut dire ça comme ça. De toute Alors, façon, jeune toute ma vie. Voilà, une maman de combien d'enfants? 3 enfants. Waouh! Et si vous la voyez, parce que elle, j'ai la chance de la voir en face de moi, elle est canon. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Merci d'être venu à moi. Merci à toi de m'avoir invité à ton micro. Alors, je sais que tu as aimé le concept de ce podcast et tu vas nous dire donc quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous. Alors, c'est une tranche, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes, surtout dans nos latitudes, qui passent par ce genre de période, par ce genre de phase. C'est quelque chose qu'on n'a pas, en tant que femme, qu'on a tendance à minimiser. Mais je sais que c'est courant. Enfin, pour en avoir parlé autour de moi, je sais que c'est de plus en plus courant et en fait, il va s'agir du viol conjugal. Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe. Parce on se dit qu'en fait, ça ne peut pas être caractérisé comme tel. On se dit, bon, c'est normal qu'en tant que femme, on a quand même un devoir à faire, voilà, mais ça reste un délit grave. Au niveau de la loi, ça reste un délit qui est reconnu au niveau de la loi. Oui, qui est reconnu, oui. Et c'est en parlant à un ami policier qui m'a dit, mais en fait, tu sais que ce que tu me racontes là, c'est grave. Et que ça peut être passible d'une peine de prison. J'en avais pas conscience. De la gravité de la chose. De la gravité. Pour moi, ça arrivait, voilà, et c'est normal. Puisqu'en tant que, en vivant en couple, on a des devoirs vis-à-vis de l'autre et l'un et l'autre a des besoins, donc il faut les assouvir, tant bien que mal, qu'on ait envie ou pas. C'est ce que tu pensais avant. C'est ce que je pensais, c'est ce que j'ai toujours pensé, parce qu'on est quand même dans une société où il y a des sujets qui sont un peu tabous. Donc, je pense que nos aïeux ont dû vivre ce genre de choses, mais n'en parlaient pas parce que pour eux, c'était normal. Et ils élèvent leurs enfants avec cette notion-là, même si elle est tue, mais avec la notion de devoir, du devoir conjugal. Ça fait combien de temps que tu as croisé la vie de cette personne? On s'est croisés en 2 temps. Donc, une première fois, il y a près de 20 ans. On s'est fréquentés, pas longtemps, mais c'était très bien. Après, on a dû couper court parce que nos chemins de vie ne correspondaient pas. Et nous nous sommes retrouvés en 2014. Et là, ça a matché. C'était vraiment idyllique, la relation parfaite. En tout point, j'avais l'impression d'avoir trouvé la personne qui me correspondait à tous les niveaux, qui me comprenait, enfin... ouais. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? Nous sommes restés ensemble jusqu'à 2020. 6 ans. 6 ans. À quel moment ça a basculé? Où est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait? Alors ça a basculé là encore en 2 temps. Donc la première fois c'était en 2017. Donc c'était après notre fille, puisqu'on a plusieurs enfants ensemble. Donc après notre fille qui est née en 2016, en septembre 2016. 2017, janvier 2017, comme ça, je reçois un appel d'une femme sur mon portable qui dit avoir pris mon numéro de téléphone dans mon dossier de grossesse parce qu'elle travaillait ou elle travaille, je ne sais plus, au CHU. Et il s'avère que cette personne fréquentait le père de mes enfants depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans visiblement. Donc voilà, donc c'était une espèce de Quel était l'objet de cet appel? Parce qu'en fait, elle essayait de la voir et qu'elle n'arrivait pas à la voir et qu'apparemment, elle a su qu'il était éventuellement chez moi, mais pour elle, enfin, selon ce que lui il avait dit, c'était une relation d'un soir où je lui aurais fait un enfant dans le dos, alors que de mon côté, c'était vraiment tout autre chose, puisqu'il faut savoir qu'avant d'avoir notre fille, j'ai fait des fausses couches.
Et lui, il n'a jamais voulu arrêter d'essayer parce qu'il voulait absolument... Et vous viviez ensemble? Alors, nous vivions ensemble, oui et non. Donc, il faut savoir que j'ai mon appartement sur Sainte-Anne et lui, il a son appartement sur les Abîmes. Donc, en fait, on faisait le va-et-vient. Mais on était toujours ensemble, autant que possible. Enfin, je pensais à cette période-là qu'on était tout le temps ensemble. Sauf que il avait le temps quand même d'aller voir ailleurs. De faire venir chez lui, puisque la personne n'habite pas loin de chez lui. Et en fait, c'était vraiment au moment où, soi-disant, dans son travail, il y avait des retards, il travaillait plus tard, ou qu'il était fatigué. Voilà, qu'il était fatigué, donc il n'allait pas prendre la route. Moi, bienveillante que je suis, je me suis toujours dit, je ne vais pas non plus insister pour qu'il puisse prendre la route, et que finalement, s'il lui arrive quelque chose sur la route, qu'est-ce que je fais? Comment je fais avec ma conscience? Donc je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on se voit demain. Ou alors, il me proposait de venir le rejoindre le lendemain, en allant déposer les enfants à l'école. Donc on arrivait toujours, il arrivait, puisqu'il faut que je prenne quand même du recul par rapport à ça, il arrivait quand même à tourner la situation de manière à ce que ça soit relativement fluide. Mais tout simplement parce qu'il me connaissait, il connaissait mon fonctionnement, et il savait quoi me dire à quel moment, pour que ça puisse passer bien. D'accord. Et quand ta fille est née, vous avez continué votre vie avec chacun son appartement? Alors, avant qu'elle ne naisse, c'était vraiment marqué. Hein. Chacun chez soi, on se voit de temps en temps, même si on était tout le temps ensemble. Et quand elle est née, c'était plus souvent chez moi, parce que tout était là, parce que je travaille aussi de chez moi, donc c'était plus pratique pour moi. Ça l'arrangeait aussi. D'accord. Et ensuite? Alors ensuite, donc déjà dans cet appel, ça a créé une espèce de cassure chez moi, parce que j'ai découvert une double vie que je ne soupçonnais pas, puisque pour moi, j'étais vraiment dans une relation passionnelle. Tu as fait face à la trahison, en fait. C'est ça. Donc, suite à cette trahison, il y a eu un blocage chez moi. Donc, en fait, je n'arrivais plus du tout à... On était là, mais on cohabitait. Donc, il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de dispute. Il a reconnu les faits? Difficilement. Ça a pris quand même un certain temps pour qu'il puisse... En fait, ce qu'il y a eu, c'est que cette personne, la femme en question et moi, sommes rentrés dans un... Là encore, ma bienveillance oblige. Je ne dirais pas que j'ai eu pitié de cette personne, mais je me suis sentie fautive. Et on a lié une espèce de petite relation, pas d'amitié, je dirais pas d'amitié, mais on s'appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles, puisqu'elle a quand même une fille malade. La personne en question avec qui j'ai eu des enfants lui promettait un enfant. Voilà, donc tout ça rajoute sur la sensation de trahison. Moi, je me suis dit, mais bon, peut-être que je lui ai bouffé son bonheur sans le vouloir. Je lui avais même proposé, au moment de baptiser ma fille, d'être la marraine de... En fait, tu te rendais responsable? C'est ça. Alors que je n'avais rien à voir dans l'histoire. Pas du malheur de sa vie, mais en tout cas de la tournure qu'avait prise sa vie. Oui, j'avais l'impression de lui avoir volé son bonheur. Puisqu'elle était vraiment dans une phase de désir d'enfant, pour, entre guillemets, pas remplacer, mais compenser de sa fille si elle venait à perdre sa fille, puisque sa fille est gravement malade. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, en ayant cet enfant-là, même si j'étais au courant de rien, je ne l'ai su qu'en janvier, ma fille est née en septembre, je l'ai su qu'en janvier, j'avais vraiment la sensation de lui avoir volé, en fait, tous ses rêves, de vivre la vie qu'elle souhaitait. Et dans mon caractère de sauveur, de bon samaritain, je me suis dit, voilà, j'ai envie qu'elle puisse quand même faire partie, puisque de toute façon, elle le fait tant bien que mal. Enfin, que je le veuille ou pas, elle fait quand même partie de la vie de ma fille. Donc, j'avais envie qu'elle le soit officiellement. Et c'était vraiment clair dans ma tête. Sans perversion aucune, parce qu'il y a des personnes qui, quand j'en ai parlé, qui me disent, oui, mais tu peux pas quand même... Pour moi, c'était clair. Je lui ai dit, mais en fait, l'enfant qu'elle veut, elle n'a pas pu l'avoir. Moi, j'en ai eu un. Une marraine, c'est quand même une deuxième maman. Donc, je me suis dit, mais si je peux réparer le préjudice que je lui ai causé, même inconsciemment, en lui permettant d'être la marraine de ma fille, ça compenserait peut-être, voilà. Alors, c'est ton choix et je souligne l'extrême bienveillance dont tu as fait preuve. A-t-elle répondu affirmativement? Alors, au début, oui. Ça avait l'air de bien lui plaire, cette idée. Sauf qu'elle me disait, mais oui, mais lui, il ne voudra jamais, il ne sera pas d'accord. C'était toujours, ses réponses étaient toujours orientées sur lui, sur ce qu'il va penser lui. Alors, moi, je suis restée à lui dire, mais en fait, écoute...
Je pense qu'on a fait quand même un choix tous les deux. Donc, il choisit le parrain. Je choisis la marraine. Donc, je suis libre de choisir qui je veux. Je ne discuterai pas du choix du parrain qu'il fera, tel qu'il sera. Mais je suis libre de choisir la marraine que je veux. Et j'ai décidé que je te veux pour marraine. Donc, c'est resté comme ça. Et puis, lui, j'en lui en ai parlé quand même. Il avait l'air de pas y voir d'objection particulière. Mais là aussi, bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais tout était... Enfin, rien ne le dérangeait, tout l'arrangeait. C'était vraiment ça. Pour moi, c'était vraiment l'être rêvé. Hein. On arrivait à se comprendre, on arrivait à discuter. Parce que je suis contre les violences, en règle générale. Je suis contre les disputes. J'estime qu'on est quand même des êtres civilisés et qu'on doit pouvoir... On nous a dotés du pouvoir de la parole. Donc, il y a suffisamment de mots pour pouvoir exprimer ce qu'on on ressent sans pour autant rentrer dans la violence, dans les insultes, voilà. Et en fait, j'avais trouvé ça. Donc, quelqu'un qui ne s'emportait jamais. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi, mais c'était vraiment cette phase-là où il ne s'emporte pas, où il est... Mais ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce qui a basculé? Ben, et en fait, pourquoi surtout? Oui, alors, quand il a su qu'effectivement nous étions en contact, elle et moi, parce qu'à un moment je lui ai dit, on est restés quand même en contact toutes les deux un bon moment pour pouvoir voir ce qu'il en était, parce qu'il lui faisait croire qu'à cause d'elle, il ne pouvait pas voir ses enfants, parce que je lui en voulais, alors que tous les soirs il rentrait dormir dans mon lit. Et moi, il me faisait m'en vouloir d'avoir fait souffrir parce que j'ai dit des choses, enfin moi j'ai dit la vérité. Je n'ai fait que dire la vérité, puisque la personne m'a attaquée en me disant oui, mais en fait, c'est toi qui lui as fait un enfant dans le dos, voilà. Donc là, ils se sont obligés de rester parce que... Je dis, mais en fait, non. Le quotidien qu'on vit n'est pas celui-là. On fait tout ensemble. On a vraiment un fonctionnement de vie de famille. Donc, j'ai énuméré certaines choses qu'on faisait, des choses auxquelles elle n'avait jamais eu accès à l'époque. Donc, inconsciemment, je lui ai fait mal. Donc, il y a ça aussi... Quand il est venu me dire, oui, mais tu sais, mais voilà, tu n'avais pas besoin de lui raconter ci ou ça, je me suis sentie d'autant plus fautive, d'abord parce que je suis comme ça. Je n'aime pas blesser les gens. Je sais que ça peut être difficile d'être blessé, donc je m'arrange toujours pour dire ce que je pense. Par contre, oui, j'ai la langue bien pendue, je dis ce que je pense, mais je le dis en toute bienveillance, tant que cela est possible. Sinon, je m'abstiens. Je le dis quand j'estime avoir trouvé la meilleure façon de le dire, en étant claire, mais tout en restant bienveillante. Donc, il a changé comment? Alors, il a changé quand il s'est rendu compte... donc, quand je lui ai dit, parce qu'en fait, on a organisé une petite confrontation, parce qu'à un moment, elle a dû partir en France pour soigner sa fille. Quand moi, j'allais emmener les... Enfin, lui, il était toujours fatigué, donc il restait au lit. Donc, j'allais emmener les enfants à l'école. Quand je revenais, il était encore au lit. Donc, il simulait le fait d'être encore endormi, alors que je savais éperdument qu'il était au téléphone... parfois quelques secondes, parfois, parce qu'en fait, elle me disait, je suis au téléphone avec lui, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il vient de m'appeler. Enfin, on était vraiment rentrés dans cette espèce d'échange-là. Et toi, tu as eu des nouvelles, tu l'as vu. Enfin, on était vraiment, elle m'envoyait tout le temps des messages dans ce sens-là pour savoir, parce que comme elle était à distance, pour savoir ce qui se passait. Donc moi, je lui répondais en toute innocence, en toute... Et honnêteté surtout. Honnêteté, c'est ça. Donc je lui dis, mais non, mais je comprends pas, mais pourquoi il t'a dit que... Pourtant, il est là. Mais tiens, mais ils viennent rentrer. On était vraiment rentrés dans cette espèce de relation, elle et moi, parce que qu'on le veuille ou non, c'était une relation. Pas une relation amicale, mais en même temps, on alimentait quand même cette petite chose-là. Et quand elle est rentrée, elle a voulu mettre les choses au clair. Donc, on a monté un petit stratagème. Donc, après, ça m'est retombé dessus parce qu'elle a fait passer sur... Elle a dit que c'était moi qui étais à l'initiative, mais en fait, non, puisque je veux dire que dans l'absolu, je m'en moquais un peu de... Pour moi, je savais déjà ce que j'avais à savoir. Donc, la trahison, elle était là. Il y avait déjà eu le déclic. Moi, je leur avais déjà dit, mais écoutez, moi, je vous laisse dans votre vie. Si vous voulez, je vous laisse même ma fille gérer tout ça. Et moi, je me reconstruis. J'étais vraiment arrivée à ce niveau-là. Et donc, elle a voulu absolument qu'on crée une confrontation à son retour. Donc, je me dis, OK, mais il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a dit, bon, quand vous êtes réveillée et tout ça, tu me dis, comme ça, moi, je sors du travail et j'arrive. Donc, c'est ce qu'on a fait. Elle est arrivée. Et là, en fait, j'ai vu quelqu'un de différent. Là, son regard a changé. Il y a un mot que j'aime bien utiliser, mais qui illustre bien ce que j'ai vu. En fait, il s'est monstré. C'est vraiment ça. Je suis passée de l'être... calme, doux, sensible, communicatif,
voilà, à un monstre. En face de moi, j'ai l'impression d'avoir un monstre. Et il a commencé à être violent. Il a été violent avec elle, pas avec moi au début. Il a été violent avec elle. Il a fait sortir de la maison. Il a fait dévaler les escaliers, mais vraiment avec une espèce de rage, une espèce de... Je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça. Donc, les parents étaient là. Ça a été géré tant bien que mal. Et il y a l'après. Donc, une fois que moi, j'ai découvert ce visage-là, mais je me dis, mais en fait, déjà qu'il y a eu la trahison, donc j'avais déjà la sensation de ne plus savoir. Tu te retrouvais face à quelqu'un que tu ne connaissais pas. Voilà, je me dis, mais en fait, lui est capable de me faire ça. Donc, déjà, au niveau de la trahison, c'était déjà un choc, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont. Mais après, voir le visage, je me suis dit, mais j'ai un enfant avec lui, qu'est-ce que je fais ? Elle est là, elle est toute neuve, elle n'a pas demandé, surtout que c'est un enfant désiré, qu'est-ce que je fais ? J'ai fait le choix de rester, parce qu'il m'a convaincu que, voilà, qu'il avait fait son choix, que son choix c'est sa famille, que je me suis dit, bon, ok, on va essayer, nul n'est parfait, le plus important c'est qu'il ait pris conscience quand même, bon, voilà, que ça a été, c'est réglé, donc je me suis dit, on y va. Mais c'était le début, pour moi, de ce que j'appelle la descente aux enfers. Ce n'était que le début, parce que chaque fois que j'ouvrais la bouche pour dire quelque chose qui ne lui correspondait pas ou qui ne lui convenait pas, je revoyais le monstre. Que ça soit dans le regard, c'est arrivé aux violences physiques, c'est arrivé, j'ai eu le temps de me prendre une gifle. On était dans le salon, il était sur le canapé, il avait notre fille sur lui, et je sais plus, il m'a posé une question, et je lui ai répondu, mais vraiment spontanément. Et là, j'ai réalisé, j'ai senti... Ça ne lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu et il m'a giflé. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, instinctivement, je lui ai dit, bon, écoute, tu rentres chez toi. Bon, il est hors de question. Pour moi, il y avait déjà des choses que j'avais supportées. Mais là, c'était pour moi vraiment trop. Donc, je lui ai dit, tu rentres chez toi. J'ai dû appeler les gendarmes pour qu'ils puissent partir. Parce qu'il faut savoir que peu de temps avant, j'ai perdu un cousin qui a été tué par sa compagne. Et... j'avais du mal encore c'était encore tout frais. Et au moment où il m'a giflé, j'ai regardé, j'étais en face de la cuisine, j'ai regardé le porte-couteau et j'ai eu envie de... Parce que je me suis dit, mais je ne sais pas ce qu'il est capable de faire, étant donné que j'ai revu le mot, j'ai vu la violence avec laquelle il a bousculé la dame la dernière fois. Je me suis dit, mais écoute, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Tu es dans quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas ta vie. C'était pas la relation dans laquelle je m'étais engagée. Donc, je me suis dit, bon, écoute, prends ton téléphone, appelle les gendarmes. Et en fait, lui, il m'a devancé dans les escaliers pour aller s'enfermer dans ma chambre. Je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé les gendarmes. Je leur ai expliqué toute la situation. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on arrive. Et effectivement, ils sont venus, ils l'ont fait partir, ils l'ont escorté jusqu'à chez lui, pour être bien sûr, voilà. Ils m'ont demandé de m'enfermer, de ne pas ouvrir les portes, enfin bon, bref. Sauf que il est revenu. Combien de temps après ? Il est revenu peut-être... il a essayé de m'appeler à plusieurs reprises pendant les heures qui ont suivi. Il est peut-être revenu peut-être 2-3 heures après. Donc là, à taper, à cogner un peu partout. J'ai pris la décision de ne pas ouvrir. Il est parti. Je suis restée quelques jours sans lui adresser la parole, parce que j'avais besoin en fait de réfléchir. Et ensuite, on a rediscuté. Donc là, on est rentré dans le... Oui, mais tu sais, mais voilà, ce que tu m'as dit, ça m'a énervée. Alors je me dis oui, mais bon, c'est pas une raison. Oui, mais tu sais, mais voilà, si je suis rentrée dans cette colère-là, c'est de ta faute parce que déjà, ce que tu as fait la dernière fois avec donc la demoiselle en question, tu n'avais pas à faire ça, la ramener comme ça dans notre intimité. Alors je lui dis, mais écoute, c'est toi qui l'as ramené. Et je crois que ce que j'ai dû lui dire, ça va être quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est toi qui l'as fait rentrer dans notre vie. Et je crois que ça devait être... Mais je lui ai dit ça comme ça, aussi calmement que ça. Mais c'est toi qui l'as fait rentrer dans notre vie. J'ai dû me prendre une claque vraiment pour ça. Donc là, je lui dis ça de nouveau. Je lui dis, mais écoute, non, je n'y suis pour rien. C'est toi qui as fait tes choix. Et je ne suis pas supposée payer pour ce que tu as décidé de faire. Donc, tu es libre de faire tes choix, mais ma vie, c'est la mienne. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lui dire pour la première fois, écoute, fais ta vie, je fais la mienne, on n'est pas fâchés, on a des enfants ensemble, on va faire ce qu'il y a à faire pour eux. Mais, donc là, c'était la première fois. Donc ensuite, bon, réconciliation, on connaît. Tout avait l'air de... Parce qu'il est devenu plus amoureux, plus mielleux, plus... Voilà, que jamais. Que jamais.
Donc, on continue en fait dans notre tranche de vie, mais j'ai toujours du mal à avoir des rapports parce qu'il y a cette trahison-là qui me ronge, mais qui me ronge vraiment. Donc, humainement parlant, donc, ça va. Quand on est dehors, ben, c'est le couple parfait, la famille parfaite, idyllique, parce que tout le monde nous mettait vraiment sur un piédestal par rapport à ce qu'on dégageait. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, c'est autre chose. Et moi, je me dis, mais ouais, mais en fait, je suis toute seule, parce que j'avais la sensation d'être seule. Parce qu'il était là, mais il brillait par son absence. Il brillait par son absence parce qu'il était ailleurs, je suppose, en même temps. Donc, on continue comme ça, jusqu'à la tranche, voilà. Donc, parce qu'il y a eu d'autres choses entre-temps, mais ce n'est pas le sujet. Donc, on arrive au 6 novembre 2018, donc jour du décès de mon père. Donc là, bon, forcément, une période difficile. Je suis en même temps en préparation des 10 ans d'une troupe de danse avec laquelle je travaillais à l'époque. Donc, période intense de répétition et autres. Pendant cette période-là, enfin, du moins, il a fait ça passer à l'époque sur ça. Pendant cette période-là, je me souviens que je m'endormais. Je ne savais jamais à quel moment je m'endormais. Mais je me réveillais le matin sans savoir à quel moment je me suis endormie, comment. Je me réveillais parfois avec des douleurs au niveau des articulations. J'avais l'impression d'avoir été écartelée. J'avais mal aux organes génitaux. Je me souvenais de rien. Donc, une première fois, je lui pose la question. Je lui dis, mais en fait, il s'est passé quelque chose hier soir ou voilà. Il me dit, non, tu étais trop fatiguée. Je t'ai laissé dormir. Je ne t'ai pas touchée. Donc, moi, je me dis, ok, pas de souci. Deuxième fois, j'ai l'impression de m'être fait passer dessus par un camion. J'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir la cage thoracique enfoncée. Mais vraiment, c'est vraiment des sensations atroces. Je lui pose de nouveau la question. Ah non, pas du tout. Ah non, tu étais trop fatiguée, tu t'es endormie. Parce qu'en fait, c'était toujours le même schéma. À cette période-là, comme j'ai dit, amoureux, mielleux et tout. Donc, il insistait pour pouvoir préparer le dîner. Donc, il insistait pour pouvoir me servir mon plateau télé. Donc, je me souviens qu'effectivement, je mangeais. Il montait se doucher, c'était toujours le même schéma. Il montait se doucher, mais je ne le voyais jamais redescendre. Du moins, je ne me souvenais jamais de l'avoir vu redescendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre-temps, je m'étais déjà endormie. Et je me réveillais le lendemain matin dans des états pas possibles. Donc, une autre fois, troisième fois, pipi du matin. Donc, je m'essuie. Et il y a du sperme. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, je lui repose la question. Ah non, ce n'est pas du sperme. Non, ce sont des pertes. Peut-être que tu es en période d'ovulation. Donc, il me fait tout un cours d'anatomie. Donc, il faut savoir que mon corps, c'est quand même mon outil de travail principal. Donc, j'ai fait de l'anatomie. Donc, je connais quand même mon anatomie. Certainement mieux que lui, en tout cas. Et en fait, non, il a vraiment essayé de me faire comprendre que non, je rêvais, enfin, du moins, j'hallucinais, que je racontais n'importe quoi, et que ça ne pouvait pas être du sperme, que c'était des pertes. Mais comment tu as fait pour découvrir ? Alors, en fait, c'est que la troisième fois, j'ai insisté. Parce que je me dis, bon, ça fait déjà une première fois, j'en ai pas parlé. La première fois, j'en ai pas parlé. La deuxième fois, je lui ai posé la question, il m'a dit non. La troisième fois, je lui ai posé la question et j'ai insisté. Je suis restée 2 heures. Mais vraiment 2 heures. À lui dire, mais écoute, mais il y a quand même un problème. Je sais faire la différence entre des pertes féminines et du sperme. Ce n'est pas la même texture, ce n'est pas la même odeur, ce n'est pas la même couleur. Enfin, donc moi, je lui explique ça. Il me dit, non, ah non, tu dormais, non, je ne t'ai pas touché. Et au bout de 2 heures, voyant que je ne lâche pas l'affaire, il me dit, oui. Bon, écoute, oui, j'avais trop envie. Là, c'est le deuxième traumatisme, parce que je me dis, mais en fait, je connais vraiment pas la personne avec qui je suis. Pourquoi attendre 2 heures pour pouvoir me dire qu'effectivement, tu t'es servi. À savoir que, je parle un peu de la sexualité, je suis pas fermée. On n'avait pas de problème à ce niveau-là. En termes de communication, on était quand même je pensais relativement à l'aise, relativement transparent sur cet aspect-là de notre vie pour que tu puisses te sentir suffisamment à l'aise pour me dire, mais écoute, j'en avais envie, tu dormais profondément, tu n'as pas réagi, chose qui déjà me paraît bizarre, que je ne puisse pas réagir aussi profondément que je puisse dormir, que tu n'aies pas réagi et que j'en avais envie, donc je suis allée jusqu'au bout. Là, je me suis dit, non, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Parce qu'au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de... Parce que je me dis 2 heures pour pouvoir
C'est bizarre. Cette troisième fois où il a fini par t'avouer que il s'était servi sans te demander ton avis, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te dire qu'il t'avait peut-être drogué? Oui, mais je me le suis pas dit comme ça. Je me suis dit, mais il y a un truc, il y a quelque chose de bizarre et il faut que je découvre quoi. Donc, je me suis dit, écoute, tu sais pas d'où ça vient exactement, mais il va falloir que tu mènes ton investigation. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi, parce que ce que je vais dire, c'est quand même, quand j'en parle, on me dit, mais comment tu as fait? Mais j'étais psychologiquement dans un état où il fallait absolument que je puisse élucider ce problème-là, parce que je ne savais pas. Oui, parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je me dis, je ne peux pas dormir autant, aussi profondément, moi qui pourtant ai le sommeil super léger. Donc, en fait, une énième fois, le même processus, donc il fait le repas, tout. Et là, je me dis, bon, écoute, tu sais pas ce que c'est, mais il va falloir que tu changes le fonctionnement habituel. Donc là, il me ramène le plateau télé, il monte se doucher, et là, je n'y touche pas. J'ai décidé de ne pas y toucher. J'ai un peu joué dans le repas, jeté ce que j'avais à jeter, l'autre partie. C'est vraiment, quand je raconte ça comme ça, ça relève vraiment du film Du voilà. film, carrément. Mais oui. je le fais comme ça instinctivement. Je prends un sachet, je mets pour qu'il puisse pas voir qu'il est trop quand même en quantité. Tu vois, donc là, c'est là où je dis, mais c'est peut-être moi qui ai une forme de perversion dans le cerveau. Je me dis, bon, bah allez, voilà, je fais ça. J'ai mis le sachet, donc je l'ai caché. Je me suis dit, je vais le jeter demain, comme ça il n'en a pas conscience. Et je m'endors. Je simule l'endormissement profond. Et effectivement, il sort de la salle de bain, il descend, il me couche. Donc j'avais un t-shirt et un legging. Il me couche, il m'enlève mon legging, il m'enlève ma culotte. Donc il commence à faire, à activer, à actionner, voilà, on passe les détails. Et moi, je simule toujours l'endormissement profond. Il faut savoir que par rapport au déclic que j'avais eu à la sensation de trahison, je ne ressentais rien. Donc ça a été facile pour moi de simuler l'endormissement parce que, en fait, cette partie de mon corps était vraiment comme anesthésiée. Enfin, je ne ressentais vraiment rien. Et donc il fait ce qu'il a à faire. Et à un moment, il se lève, il récupère des essuie-tout, il revient, il continue à faire ce qu'il a à faire, il se retire, il éjacule dans les essuie-tout, il va dans les toilettes, il les jette dans les toilettes, il tire la chasse, il revient, il me prend des lingettes bébé, donc il prend des lingettes bébé, il m'essuie, il s'essuie, il va dans les toilettes, il jette les lingettes dans les toilettes, il tire la chasse, il revient, il me remet ma culotte, il me remet mon legging, il se rhabille et il se couche derrière moi. Et je me réveille le lendemain, comme si de rien n'était. Bonjour ma chérie, tu as bien dormi. Enfin, c'était vraiment comme si de rien n'était. Donc là, je me dis, mais attends, j'ai rêvé, il y a un problème. Donc c'est resté. Bon, j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit non, parce qu'en fait, il faut que je sorte vraiment de ça. Donc il faut savoir qu'on allait baptiser notre fille le 22 décembre. Ça s'est fait quelques jours avant le baptême. On allait baptiser notre fille le 22 décembre 2018. Et je me suis dit, bon, écoute, tu vas jusqu'au baptême. Tu t'es déjà engagé dans cette histoire, tu vas jusqu'au baptême. Et une fois que le baptême est fini, on arrête tout ça. Donc, comme dit, comme fait, on baptise notre fille et on arrive au réveillon de Noël. Donc là où, donc on va en famille, hein, bien évidemment, réveillon de Noël. Et là, énième chose, je sais pas, il reçoit un appel, mais la réaction est bizarre. Je sais pas, j'ai senti au fond de moi, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. Donc je lui dis, écoute, tu sais quoi, je te laisse là. Je rentre chez moi. Donc, amuse-toi bien avec les enfants. Je rentre chez moi. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de... Et là, il n'a pas accepté. Il s'ensuit toute une phase de violence où j'ai dû partir, sortir d'une section des abîmes et en arriver à une autre à pied avec mon fils à l'époque qui était encore petit. Il nous suit. Et à plusieurs reprises, il manque de me renverser. Donc là, à ce moment-là, j'appelle ma mère. Parce que je me dis, mais en fait, s'il m'arrive quelque chose là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au moins au courant. Donc j'appelle ma mère. Donc là, s'ensuit de la violence aussi bien physique que verbale. Donc avec des insultes, avec des traités de toutes sortes de choses. Enfin bref, j'arrive à ma voiture et je pars. Donc là, ok, on coupe court. Je lui dis, bon, ben pour moi, c'est bon. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Pour moi, ça arrivait vraiment à un stade, voilà. Sauf que, en janvier,
Donc, on était décembre, hein, le réveillon de Noël. Et puis, début janvier, mais je me sens pas bien. Il y a une espèce de fatigue. Donc, moi, je mets ça sur le coup jusque-là, j'avais mis ça sur le coup des répétitions, du décès de mon père, des préparations du baptême, voilà. Des émotions du fait de ce que tu avais découvert. Et en fait, je me dis non, il faut que j'aille voir le médecin parce que j'ai l'habitude de faire un bilan annuel. Je me dis, bon, je vais quand même voir le médecin pour savoir où j'en suis, on ne sait jamais. Donc, voilà. Et puis là, je suis enceinte. Je me dis, ok. De combien de temps, je ne sais pas encore. Parce qu'il faut faire des analyses, mais je suis visiblement enceinte. Donc, on me donne une prescription pour aller voir la sage-femme, pour dater la grossesse, pour savoir où on en est. Et en fait, je le lui annonce, et là, il est heureux. Il est content. Je me dis, mais tu es supposé me demander qui est le père de cet enfant, puisque tu es supposé ne pas me toucher. Donc là, c'est un autre déclic. Je me dis, mais en fait, aucun scrupule. Là, c'était vraiment pour moi la phase la plus importante de ma descente aux enfers, parce que là, je suis décomposée. Il faut savoir que je suis hyper fertile. Pour moi, je ne peux pas, en fait, avoir recours à l'avortement par respect pour les personnes qui luttent, pour qui c'est un combat de vie. Et donc, je me dis, bon, ok, je suis dans quoi là? Parce que j'en veux pas de cet enfant-là. Je viens à discuter donc avec la sage-femme. Je lui dis, mais en fait, on date la grossesse. Donc, comme par hasard, j'ai déjà plus de 4 mois. Donc voilà. Donc, même si je voulais bien faire un avortement, c'est pas possible. Je lui dis, bon, quels sont les recours? Est-ce que je peux faire adopter? Parce que moi, je n'en voulais pas de cet enfant-là. Donc, je lui dis, écoute, on va faire les démarches pour que je puisse accoucher, mais que cet enfant-là soit adopté. Et là, lui, parallèlement, je pense qu'il a dû se douter de quelque chose. Il en parle aux enfants. Il leur dit, vous savez, vous allez avoir un petit frère, une petite sœur. Donc, j'étais pieds et mains liés. Je n'avais pas d'autre choix que de mener à bien cette grossesse et d'accueillir cet enfant-là chez moi. Je me fais suivre par une psychologue de la clinique des Eaux Claires. Et en fait, entre-temps, mon corps imposait quand même la grossesse à mon cerveau, parce que mon cerveau refusait cette grossesse. C'est la seule grossesse où j'ai passé ma grossesse quasiment à l'hôpital, parce que je faisais des pics de fièvre, 40,5. Je me suis montée même à 41 de fièvre. Et en fait, on ne savait pas pourquoi. Et la psychologue m'a dit qu'en fait, non, c'est que mon corps impose la grossesse à mon cerveau et que c'est la seule façon que mon corps a trouvé de dire à mon cerveau que, voilà, il faut accepter cette grossesse-là. Donc, le 26 juillet à 3h36 du matin, le travail commence. Donc là, j'étais déjà à l'hôpital. Le travail commence. Et j'ai refusé de pousser. J'ai dit, sortez-moi de ça de là. J'ai pas envie de pousser, j'ai pas envie de faire défaut. Donc, tout un processus a été mis en place pour pouvoir le sortir. Et une fois qu'il est sorti de mon ventre, j'ai pris un drap, je me suis recouverte. Et tu ne l'as pas regardé. Et j'ai dormi jusqu'au lendemain matin, peut-être 9-10 heures. J'ai dormi. Alors, aujourd'hui, cet enfant. Alors, le processus a été long, mais aujourd'hui, c'est mon doudou l'amour. Voilà. Alors, j'ai 2 questions pour toi. À quel moment est-ce que ta relation avec ton fils a basculé? À quel moment tu l'as accepté? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est à quel moment tu as sorti le père de ton fils de ta vie? Alors, donc, la relation avec mon fils a basculé après une longue période on s'est apprivoisé mutuellement. Parce que lui aussi, il n'a pas fait un cri, rien. Il faut savoir qu'il est, macaque pacagien tout petit taille laide, mais il est particulièrement charmant. Donc voilà, j'ai commencé à être séduite, à le regarder, à le toucher, parce que je ne faisais pas ses soins non plus au début. Pour moi, il y avait un total rejet. Un total rejet. Et en fait, au fur et à mesure, et puis avec l'aide de la psychologue aussi, franchement, je me dis heureusement que j'ai eu cet accompagnement-là. Et pour savoir à quel moment le père est sorti, je fais sortir le père de ma vie. Donc là aussi, il a fallu que j'use de stratagèmes. Parce que, c'est comme je disais, c'est le mot à la mode. Mais je me suis rendu compte au fil des discussions, en discutant avec des professionnels aussi, que ce que j'ai vécu n'était pas normal. Et quand je racontais, parce que j'en ai parlé un peu aussi à la psychologue à l'époque, et le mot a été posé, et on m'a dit, mais en fait, c'est un pervers narcissique. Chose qui pour moi était... J'étais loin de tout ça en fait. Et j'ai réalisé qu'effectivement que ça n'arrivait vraiment pas qu'aux autres et que j'étais rentrée dans une espèce d'engrenage, dans une espèce de machination où effectivement au début c'était idyllique parce qu'il savait quoi me dire à quel moment
pour pouvoir m'attraper dans ces filets, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on est d'accord. Et qu'au fur et à mesure, quand j'ai vu le monstre, c'était son vrai visage. Et puis, le confinement est arrivé en 2020. Et là, je me suis dit, bon... Fais-tu partie de ces personnes qui ont été très contentes? Oui, pour moi, moi, je dis merci au Covid parce que le Covid m'a permis de me redécouvrir, de me débarrasser de tout ce dont je ne voulais plus et de pouvoir me recentrer sur moi, me recentrer sur ma famille, donc ma mère et mes enfants, et de faire le vide et de me réconcilier avec la femme que je suis, parce que j'étais vraiment mère et entrepreneur, mais j'avais mis de côté la femme, et ça m'a réconcilié avec la femme que je suis. Et c'est ça, en fait, je me suis dit non, je vais me confiner chez mes parents, donc chez ma mère, et on ne reçoit pas, puisque ma mère est personne vulnérable, donc on devait avoir un confinement strict, et je me suis vraiment servie de ça. Aujourd'hui, j'assume parfaitement que je me suis servie du confinement pour pouvoir... parce que je me suis dit, en fait, qu'il va forcément trouver une autre proie, qu'il va forcément jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre parce qu'il ne pourra pas rester seul. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, ma paix, je l'ai. Donc, je suis complètement reconstruite, complètement épanouie dans ma vie de mère, dans ma vie de femme et dans ma vie d'entrepreneur. Mais si tu avais un conseil à donner à ces femmes, justement, qui peut-être ne font pas attention aux signes, quel serait-il ce conseil? Alors, ce serait d'écouter la petite voix qu'on a en soi. Parce que, en analysant les choses, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais une petite voix qui me disait « Mais c'est bizarre. Pourquoi? Mais comment tu fais pour accepter ça ?» Donc, il y avait, à tous les moments, il y avait cette petite voix-là. Mais on reste on laisse passer le cerveau, on laisse le cerveau prendre le dessus et on se dit « Mais non... c'est dans ma tête, je suis parano, on se prend peut-être pour paranoïaque, c'est moi qui exagère. » Non, il faut écouter la petite voix qu'on a dans la tête. Parce qu'en fait, l'intuition ne trompe pas. Surtout l'intuition d'une femme ne trompe jamais. En fait, pour t'en sortir, tu as eu cet accompagnement, tu as eu un entourage bienveillant, un entourage médical qui t'a beaucoup aidé apparemment, et puis ce soutien psychologique. Surtout. Et puis le soutien indéfectible de ma mère aussi. Parce que jusque-là, en fait, j'ai enduré pas mal de choses. Comme je dis, je suis venue pour parler du viol conjugal, mais il n'y a pas eu que ça. Et je n'arrivais pas à en parler. Parce que j'ai toujours été celle présente pour les autres. Celle toujours à l'écoute, celle qu'on voit pour la warrior, celle qui se sort de toutes ces situations, qui a la solution à tout. Et je n'avais pas de solution pour moi-même. Tu en parlais à ta mère uniquement? Non, même à ma mère. Non, je n'en parlais à personne. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce d'isolement qui se fait. Une espèce de solitude, mais il y a un isolement. La personne nous isole de tout. Parce qu'en fait, il y a ce lavage de cerveau-là qui est fait de manière perpétuelle, où tout est de notre faute. Et en fait, tout était de ma faute parce que j'ai un fort caractère. Parce que tout ne peut pas être noir ou blanc, qu'il faut mettre de l'eau dans mon vin. Parce que... je suis trop directive, parce que je suis trop perfectionniste, parce que je suis trop ci, je suis trop ça. Non, on n'est jamais trop. On est qui on est et on n'est jamais trop. Parce que si je m'étais dit que non, je ne suis pas trop et qu'en fait c'est toi qui ne me correspond pas parce que tu n'es pas suffisamment, je pense que je n'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Mais en même temps, je me dis que j'ai vécu ce que j'ai vécu parce qu'il fallait que je le vive. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme nouvelle, je suis une femme accomplie. Et ça m'a permis vraiment de me réconcilier avec plein de facettes de ma personnalité que j'essayais de dissimuler parce que pour moi, c'était trop. Et je m'accueille avec tout le panel en fait d'émotions, de sensibilité, de bienveillance, de créativité. C'est moi. Tout ça fait partie de moi. Et c'est ce qui fait la belle personne que tu es. Ah, merci. Alors, Shanice, on a longuement discuté. On va devoir se quitter. Je suis extrêmement honorée que tu sois venue aujourd'hui nous parler de ce sujet qui n'est pas, comme tu l'as dit en introduction, simple, pas facile et surtout dont on ne parle pas facilement sous nos latitudes. Un grand merci à toi. Merci à toi surtout. Je souhaite tout le bonheur du monde à la super maman de 3 enfants que tu es et je sais à quel point tu adores tes enfants. Ah, ça c'est sûr. Et qu'ils ont la chance d'avoir une super maman qui a toujours plein d'idées. Tu prends grand soin de toi? Toi aussi. Merci à toi. Merci à toi surtout. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié,
Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.